Bonjour, merci d'écouter cette présentation, qui était une causerie, qui est devenue une présentation pour des raisons longues à expliquer. Je me présente, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas déjà, mon nom est Dominique Vallée. Je suis un auteur d'un premier livre que je vous présente ici, Zinfandel, la voie mystique de la connaissance de soi. Et puis, je vous le montre aussi parce que la présentation d'aujourd'hui est basée sur le 14e chapitre de ce livre-là, là, qui traite de la méditation. Je pourrais vous dire très rapidement là, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé à créer cette présentation-là. En fait, c'est tout simplement que au minimum, depuis mon adolescence, j'ai fait l'expérience de plusieurs formes de méditation. Des formes dans le sens formel du terme. Mon parcours, déjà dans ma nature, moi je suis très do-it-yourself. J'ai un petit côté punk aussi, là, donc tu veux faire quelque chose, fais-le, attends pas qu'il y ait quelqu'un qui approuve ton effort ou quoi que ce soit. Donc, déjà, dans ma nature, c'est très important pour moi de faire l'expérience directe, l'expérimentation directe même, je pourrais dire. Donc, c'est ça qui m'a mené aujourd'hui, dans le fond, à vouloir vous parler de méditation puis à vraiment déconstruire le terme. La méditation, en fait, méditation, c'est un mot. Un mot, on peut considérer que c'est comme une sorte de contenant, un contenant à signification. Donc, par exemple, dans le mot pomme, le contenant pomme, disons, pas mal tout le monde va avoir l'image d'une pomme. Donc, ça fait qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce que c'est une pomme, puis si je te dis, veux-tu m'amener une pomme, s'il te plaît? Il y a peu de chances que tu m'amènes un tournevis. Donc, par contre, la méditation, il y a une forme un peu, disons, cliché ou courante, là. On imagine tout de suite le silence, on imagine les yeux fermés, on imagine le corps immobile. Mais ça prend quand même toutes sortes de formes. Il y a plein de traditions où c'est pas ça le principe de la méditation ou de quelque chose qui est considéré comme étant méditatif aussi. Donc, c'est un mot qui est ultimement très mal défini. Et puis, tout de suite, en fait, du moment qu'on s'intéresse un peu à la méditation, quelqu'un nous dit « Ah, je pratique la méditation », on va lui demander quelle forme de méditation, de quelle école, de quelle tradition, parce que justement, les manifestations de la méditation varient beaucoup chez les individus, chez les cultures, etc. Mais malgré tout, malgré toutes les formes que ça puisse prendre, on peut quand même... On ressent une essence quand même de ce mot-là. On peut sentir quelque chose qui est comme le cœur sacré ou le caractère sacré un peu de l'acte méditatif. Donc, on sent qu'il y a quelque chose au centre. Donc, en fait, la présentation que vous regardez présentement sert à ça, à aller dépouiller le mot méditation, le terme, et d'aller voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui est au cœur de ça. En fait, même j'aime bien voir ça un peu comme une sorte de tamisage. Là, ce qu'on va faire, puis il y a peut-être des gens qui vont se sentir à certains moments un peu dérangés par ce que je vais proposer. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est ça, on va prendre un grand tamis, puis tout ce qu'on entend partout autour de soi, qu'est-ce qui est de la méditation, qu'est-ce qui est méditatif, peu importe si nous, personnellement, on est d'accord ou non, on va le mettre dans ce gros tamis-là, puis on va brasser ça, puis on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui persiste.
Puis je spécifie aussi que c'est pas ma définition. Ben, on va arriver, je vais essayer de proposer quelque chose à la fin, mais c'est pas nécessairement dans cette présentation-là que vous allez trouver des réponses très, très précises, très, très claires. OK, donc, on va commencer tout de suite avec... Là, si vous me voyez regarder par en bas, c'est que mes notes sont là. Alors, dans l'image qu'on se fait de la méditation généralement, ben, tout de suite, on pense au silence. Là, on parle du silence dans le sens où ça se pratique généralement dans un endroit silencieux. Mais, bien sûr, il y a des pratiques où on va chanter des mantras. Répéter des mantras, c'est ces espèces de formes de formulations en sanskrit sacré. J'inclurais dans cette catégorie-là aussi les chants religieux, sous forme de prière un peu. On s'entend que la prière, c'est une forme de méditation. Ensuite, bon, ben évidemment, il y a des gens qui pratiquent la méditation avec de la musique en accompagnement. On imagine très bien les musiques qu'on pourrait appeler de la musique de méditation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les méditations guidées. Des fois, on appelle ça des visualisations. Il y a encore le principe d'intériorisation. Il faut qu'on soit dans un certain état de centrage. Mais évidemment, si il y a quelqu'un qui nous parle, qui nous guide, ben, on n'est pas dans le silence. Alors, est-ce que la méditation, ça n'est que dans le silence? Pas nécessairement. Parfois oui, parfois non. Ensuite, tout de suite, quand on s'imagine, si je m'en vais sur Google, je fais une recherche pour une image de quelqu'un qui médite, 99% du temps, sinon plus, la personne va avoir les yeux fermés. Est-ce que la méditation, ça veut dire avoir les yeux fermés? Ben, déjà, je vous avais dit qu'on allait ratisser large. J'inclurais dans ce qui est méditatif, ce que certaines personnes qualifient de méditatif, en fait, certains sports, certaines formes d'artisanat aussi. Tu sais, on entend ça, j'aime faire du jogging, pour moi c'est méditatif. Faire de la poterie, c'est méditatif. Faire de la broderie. C'est préférable de ne pas faire votre jogging les yeux fermés. Puis je garantis pas de ce que ça va ressembler, votre broderie, si vous la faites les yeux fermés. Donc voilà, considérez méditatif. Mais sinon, de toute façon, on pourrait parler aussi de yoga, de qigong, de tai chi, ces pratiques-là qui sont... disons qu'on va peut-être rencontrer un peu moins d'opposition si on considère que c'est des gestes méditatifs, que c'est des méditations. Encore une fois, des activités qui, comme ça se passe dans le mouvement, mais c'est préférable de ne pas avoir les yeux fermés. Il y a aussi, je vous parlais... non, je n'en ai pas parlé. Je pense pas. Je sais plus. Que j'ai moi-même pratiqué pendant quelques années la méditation zen, qu'on appelle zazen. Cette forme de méditation-là, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue enseignée autrement qu'en suggérant que les yeux soient ouverts. Pas grands ouverts, mais généralement, on va avoir les yeux seulement entrouverts. On va poser le regard devant soi à environ 1 mètre devant soi. Donc, encore un exemple où les yeux ne sont pas fermés complètement. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir des raisons, disons, métaphysiques un peu. Mais la raison principale, ou disons la plus simple, là, c'est simple, c'est pour ne pas s'endormir, pour garder l'esprit vigilant. Donc voilà, est-ce que la méditation se pratique absolument les yeux fermés? Pas nécessairement.
L'autre image qu'on a, généralement, c'est l'immobilité du corps. Donc, on imagine quelqu'un qui est assis en posture de méditation et qui ne bouge pas. Est-ce que c'est commun à toutes les formes de méditation? Vous doutez que non. Déjà, même la posture, même si on reste immobile, la posture elle-même, on pourrait la débattre. Je veux dire, même dans certaines traditions, dans certains cercles spécifiques, ils vont s'ostiner un peu là, sur comment positionner les jambes, etc. Mais en effet, il y a des formes de méditation qu'on pourrait pratiquer vraiment assis très confortablement dans un sofa ou même couché. Donc, mais même là, on est encore dans l'immobilité. Je vous parlais tout à l'heure de sport, d'artisanat, de yoga, qigong, tai chi, etc. Tout ça, encore une fois, ça se pratique dans le mouvement. Donc, on n'est pas dans l'immobilité. Encore une fois, dans la pratique de zazen, la méditation zen, généralement, une pratique va être entrecoupée de périodes de méditation marchée. C'est pas un moment où on se permet de juste penser à n'importe quoi. Le même esprit est préservé, mais on est en mouvement. Donc, ça fait partie du processus de la méditation zen, d'entrer en mouvement pendant la méditation marchée. J'ai 2 autres petits exemples. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'école de Thich Nhat Hanh, la méditation pleine conscience. Il y a cette pratique-là aussi de marche en pleine conscience. La marche généralement en nature, où on va marcher avec un débit assez lent, en étant très inclusif et très conscient de notre environnement, des sensations dans notre corps physique. Donc encore une fois en mouvement. Et puis le dernier exemple que j'aurais, ce serait celui des trans mystiques, des derviches tourneurs. Je sais pas si ça vous dit de quoi, là, les gens qui tournent sur eux-mêmes. Souvent, ils ont des espèces de grandes robes, là, puis des fois des grands chapeaux. Puis, voilà, c'est une transe mystique pour eux. C'est une connexion avec le divin. Donc, une forme de prière en mouvement, de méditation en mouvement. Donc, voilà. Est-ce que la méditation, ça se pratique dans l'immobilité? Pas nécessairement. L'attention au corps. Quelle attention on porte au corps? Ça, on rentre dans quelque chose de légèrement plus subtil, mais on reste dans la matérialité. Parce que là, on n'est pas nécessairement dans le mouvement, mais est-ce qu'on oublie ou est-ce qu'on tient compte vraiment de notre corps physique pendant la méditation? Encore une fois, c'est jamais si clair que ça. Déjà, d'un point de vue étymologique, méditation, en tout cas du latin, la racine latine, c'est meditatio, qui veut dire, dans le fond, réflexion. En fait, originalement, on utilisait ce terme-là pour une forme de réflexion très profonde en prévision d'écrire un texte religieux. Donc, on n'est pas vraiment dans le corps, là. On est dans la réflexion. J'imagine que ça peut en faire partie, mais on est un petit peu plus dans l'intellect, dans un sens. Généralement, le corps, on va considérer qu'on le détend. Mais même cette détente-là, il peut y avoir plusieurs raisons. Des fois, c'est simplement pour s'ancrer et puis pour justement que ce soit l'esprit qui prenne le dessus sans pour autant être tout croche ou justement, pour aider l'esprit, il faut être dans une position au minimum qui est confortable et puis qui est détendue. Il y a des formes de méditation où, en fait, on va même aller jusqu'à faire abstraction du corps physique. Donc, des choses qu'on pourrait appeler des quêtes visionnaires. Disons, on entre dans un état de conscience très, très, très profond dans le but de recevoir des messages ou
disons, révéler des aspects même de notre psychologie ou de nos émotions, notre corps énergétique qu'on n'arrive pas à percevoir, ben là, on peut entrer dans cet état-là en oubliant le corps puis en étant plutôt juste dans l'imaginaire, l'imaginal, etc. Donc, selon ce modèle-là, on oublie le corps. Les voyages astraux, rêves lucides, tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, on porte pas attention au corps pendant la pratique elle-même. Bon, il y a d'autres formes où on va être vraiment très présent au corps, inversement. Déjà, même dans je vous parlais de la marche en pleine conscience, là, de l'école de Thich Nhat Hanh. Mais sinon, encore une fois, si on considère que le Qigong, le Tai Chi, le yoga font partie de la méditation, on est très présent là, dans notre corps, dans ses détails même. Je crois, là, je dis ça comme ça, s'il y avait eu du monde autour de moi, il y aurait peut-être pu avoir quelqu'un qui confirme, mais je crois que à certains moments dans la méditation Vipassana, il y a des moments où on va aller intérieurement faire le focus sur certaines parties de notre corps très, très précisément. Donc, là, c'est différent. On focus très grandement sur le corps, mais ça se passe intérieurement quand même. Mais le focus, c'est quand même sur le corps physique. Ensuite, il y a plusieurs pratiques aussi où, oui, on va intégrer le corps. En fait, on a la conscience du corps, on a la conscience aussi de notre environnement. Mais le but, c'est un but de transcendance un peu. Là, je ne commencerai pas à me lancer dans qu'est-ce que c'est la transcendance, mais c'est dans le fond de voir comment notre environnement physique fait partie aussi de notre champ psychique, cosmique, disons. Je me lance pas plus loin que ça, mais c'est dans le sens, c'est important parce que c'est une catégorie aussi, dans le sens où le corps, on ne l'oublie pas, on n'y est pas uniquement présent non plus, mais il fait partie de l'expérience. Donc, c'était du sport, celle-là. En conclusion, est-ce que dans la méditation, on est absolument dans notre corps, on en fait abstraction ou quoi que ce soit? On observe encore une fois que pas nécessairement. OK, donc tout ça, c'était un peu tout ce qui a rapport avec, disons, nos aspects plus concrets, plus matériels. Fait que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on médite? Encore une fois, là, on parle plus justement des émotions, de l'intellect, des pensées. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ou ne pas chercher à faire ou chercher à éviter pendant la pratique, ça varie grandement selon... Encore une fois, je vais le repréciser. Je suis pas en train de dire, moi, ce que je crois qu'est la méditation. Je vais juste prendre un peu ce que tout le monde dit. Ce qu'on entend un peu partout. OK, donc, je pense que le cliché de la méditation, si on y va avec ça, c'est que on arrête de penser, le silence mental. Vous avez peut-être déjà dit vous-même ou entendu dire « j'ai essayé de méditer, mais je suis pas capable ». Souvent, ce que ça veut dire, c'est « j'ai essayé d'arrêter mes pensées, mais je suis pas capable ». Bon. Déjà, je vais faire juste une petite parenthèse parce que je trouve ça... je trouve que c'est intéressant de le considérer comme ça. Tu sais, quand on dit ça comme ça, c'est très performatif. On se dit qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, et puis si on n'y arrive pas, on n'est pas capable de méditer. Mais l'exemple que je donne souvent, c'est penser à un enfant de 3 ans là, qui est en train de dessiner, ou bien c'est carrément juste un espèce de barbeau.
Ou encore, le chien mesure 50 pieds. Les fleurs ont 3 tiges, puis la maison fait à peu près 14 cm. Puis on demande à l'enfant qu'est-ce que tu fais. Il dit pas « Ah, j'essaie de dessiner, mais je suis pas capable. » Il dit « Je dessine. » Donc, c'est ça aussi, la méditation. Ça n'a pas rapport avec notre performance ou quoi que ce soit. Donc, bref, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Je trouvais ça important. On revient encore sur l'étymologie du mot. Méditer, c'est penser, c'est réfléchir. Donc, on n'est pas dans le silence mental. Au contraire, on est dans l'activité mentale. Par rapport à justement la vision plus courante, là, où on va plutôt au moins se détacher ou apaiser les pensées. Déjà, en partant, on est dans 2 extrêmes. Ensuite, qu'en est-il de l'imagination? Hein? Comme si on a des images qui nous viennent ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'écoles où on va dire faut pas, ça fait partie des pensées, donc on n'encourage pas ça, on ne nourrit pas l'imaginaire, dans le fond, qui exprime quelque chose ou qui s'en va sur une lancée. Tandis qu'il y a d'autres formes où c'est le principe, dans le fond. Là. Si on parle de méditation guidée, de visualisation, tout ça, c'est basé sur le véhicule de l'imaginaire. Donc, on l'utilise principalement. Il y a d'autres formes aussi d'actes méditatifs où l'imaginaire est très actif. Donc, déjà, je l'ai un peu dit, les techniques d'imagination active développées, pas nécessairement inventées, mais développées par le psychiatre Jung, Carl Gustav Jung. J'aimerais tellement ça pouvoir vous en parler parce que ça, c'est un sujet qui me fascine. Mais sinon, on peut penser des quêtes visionnaires. Je veux pas dire des mots que je connais pas très bien, mais quête chamanique un peu. On va utiliser l'imaginaire pour des fois entrer en contact avec des esprits ou des choses comme ça. Ça passe par ce véhicule-là. C'est pas dans le sens qu'on imagine, qu'on invente des affaires qui n'existent pas. C'est que l'imaginaire est utilisé pour aller entrer en contact avec ces énergies-là. Mais l'important présentement, c'est de se rappeler que on n'est pas dans le silence mental du tout. Il y a même, j'ai même appris récemment qu'il y avait les oraisons, on appelle ça des oraisons silencieuses chrétiennes. Je crois que c'est, en tout cas, christianisme mystique, je crois orthodoxe, qu'il y a des pratiques là où justement on va lire ou en tout cas contempler des textes religieux pour s'en imprégner. Puis, évidemment, ça se passe beaucoup au niveau du mental. Probablement pas que, mais en tout cas. OK, ensuite, la concentration. Se concentrer sur quelque chose. Est-ce que ça fait systématiquement partie de la méditation? En fait, dans plusieurs formes, on dirait que non, parce que la concentration est un geste exclusif. On va exclure des parties de la réalité pour se concentrer sur quelque chose de spécifique. Mais il y a certaines pratiques, en fait, il y en a 2 qui sont très, très connues, où vraiment on va utiliser la concentration, c'est-à-dire, vous avez vu ça sûrement déjà, là, se concentrer sur la flamme d'une chandelle, ou même plus courant encore de nos jours, se concentrer sur notre respiration, sur le cycle de nos respirations. C'est ça, c'est quelque chose qui est, on centre l'attention sur quelque chose de spécifique. Est-ce que c'est du silence mental? C'est touché un peu. J'imagine que le but, c'est que ça en devienne, mais on fait quelque chose avec l'esprit, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis on fait pas la même chose avec déjà tout ce que je vous ai décrit là.
Un exemple plus extrême même de concentration, ce serait dans ce qu'on appelle la magie. Là, je parle pas de Alain Choquette ou ben Houdini, là. Je parle de la magie cérémonielle, magie du chaos, ou bien une de ses formes plus modernes et plus répandues, la loi de l'attraction. C'est les mêmes principes qui sont en action dans ces choses-là. Et puis, il y a des gens, surtout dans certaines traditions magiques, en fait, ça fait partie de la pratique du magicien de faire des exercices de concentration pour amener son intention très, très, très fortement sur un point spécifique. Que ce soit... Bon, il y en a qui s'entraînent avec justement une flamme, la flamme d'une chandelle. Mais ça peut être sur une émotion aussi, ou sur quelqu'un, ou sur un événement qu'on souhaite qu'il se produise, ou quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas dans le silence mental, vraiment, là. On est dans... En tout cas, encore une fois, tout ça, c'est un peu touché, mais, tu sais... Ensuite, bon, le mental, on peut le ralentir justement en faisant des choses qui sont répétitives. J'imagine que réciter des mantras, ça peut rentrer là-dedans. Ou, encore une fois, toutes les choses que les gens considèrent comme étant méditatives, qui demandent un grand, grand focus. Ça sert généralement à calmer les pensées. Donc, on voit encore une fois, l'attitude par rapport au mental, elle varie beaucoup d'une pratique à l'autre. Sinon, bon, je parlais de la transcendance tantôt par rapport au corps physique. Bon, on la retrouve aussi par rapport au mental. Dans les pratiques, encore une fois, là, je parle du zen encore une fois, mais c'est sûr qu'il existe d'autres pratiques où c'est le même principe, où on veut transcender la pensée. Puis là, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails de la transcendance, mais il y a une histoire qui est relativement connue dans le zen, où il y a un maître, le maître Yakuzan, qui était un maître chinois de l'école Chan, avant la fondation officielle du zen au Japon. Bon, je vous raconterai pas l'histoire, mais ça finissait qu'on lui demandait, en fait, qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant qu'il faisait zazen, pendant qu'il méditait. Puis il a répondu « Je pense du tréfonds de la non-pensée. » Amusez-vous avec ça un petit peu, vous allez avoir bien du fun. Il y a même un lien à faire avec les arts martiaux dans ce type de pensée-là. C'est dans le sens où le mental doit être silencieux, mais à la fois très vigilant. Donc, c'est pas tout à fait une inactivité du mental. Le mental reste encore très, très présent. On n'est pas endormi. On est loin de là, en fait. Donc, petite conclusion, le silence mental, est-ce que ça fait partie de la méditation? Pas clair. Sinon, pour terminer, la dernière catégorie pour ce gros tamisage-là qu'on est en train de faire, ce serait les émotions. C'est quoi le rapport qu'on entretient avec les émotions pendant la méditation? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on les observe? Est-ce qu'on les exprime? On voit, il y a plein de façons de se commettre à l'acte méditatif qui demandent une attitude très différente par rapport à... des attitudes très différentes par rapport à la méditation. Prends une petite gorgée. Bon, évidemment, selon l'image qu'on se fait généralement, on recherche le calme. Est-ce que c'est une forme d'émotion, le calme? Je sais pas, mais en tout cas, on va chercher au moins une sorte de maîtrise des émotions. Des fois, cette maîtrise-là se transforme en contrôle. Ça, c'est une autre histoire. OK, des fois, c'est ça. Je pense que c'est quasiment immanquable là, dans l'acte méditatif
où on va rencontrer des émotions. Surtout peut-être, il y a certaines formes peut-être où c'est peut-être plus probable que d'autres, là, quand on est immobile très très longtemps ou ça se peut qu'on ait une grande tristesse ou une grande joie ou une espèce d'émerveillement qui survienne naturellement. Puis dans plusieurs traditions, on va suggérer de ne pas s'engager là-dedans, de ne pas nourrir cette émotion-là. On va entendre des fois, fait juste respirer dedans ou fait juste l'observer. Ça, je dirais que ce serait peut-être l'attitude la plus courante par rapport aux émotions dans ce qu'on considère la méditation. Mais il y a quand même des formes de méditation où on va vraiment, en fait, aller exprimer l'émotion. Est-ce qu'on pourrait considérer l'hypnose ou, disons, l'auto-hypnose comme une forme de méditation? Il y en a qui pratiquent l'auto-hypnose. C'est un geste méditatif pour plusieurs de ces personnes-là. Il y a des techniques aussi qu'on appelle de rebirth. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, là, vous ferez une petite recherche. Mais tout ça pour dire que dans ces pratiques-là, généralement, on va peut-être plus recommander d'exprimer l'émotion. Si on a besoin de pleurer, on a besoin de rire, il y a des contextes où même on aura envie de crier, puis on peut le faire, on est encouragé à le faire, bouger, rire, etc. Il y a certaines formes de transe méditative aussi où c'est même, disons, encouragé de laisser même les émotions se manifester très fortement pour les extérioriser, les sortir du corps, les sortir de nos différents corps. Puis ensuite, dans les visualisations guidées, méditation guidée, des fois, on fait un genre de voyage à l'intérieur, puis ça nous fait vivre des choses. Là, généralement, on veut préserver l'état d'intériorité, donc on va suggérer, peut-être si on a besoin de pleurer, c'est correct de pleurer un petit peu, de rire un petit peu, mais généralement pas trop fort pour ne pas trop déranger l'état général de détente. Puis sinon, je vous parlais de la magie, communément appelée loi de l'attraction, manifestation. Là, on cherche même à générer des émotions. Là, on va aller aller chercher une charge énergétique qu'on a dans nous, puis on va l'amplifier. Ou même des fois, on pourrait même sentir qu'elle est à peine en dedans de nous. On va la créer, cette émotion-là, en dedans de nous, pour l'exprimer très fortement dans le but que ce soit générateur, généralement. Donc, voilà, conclusion, les émotions dans l'acte méditatif. Point d'interrogation. Encore une fois, moi, je cherche à créer un pont. Hein? Prendre le mot, là, puis prendre tout, le retirer. Quand je vous parlais qu'un mot était un contenant, on sort tout ce qu'il y a dedans, là, présentement, puis on le met sur le tamis, là. Fait que par rapport aux émotions, ce qui reste des émotions, on dirait que c'est passé tout à travers. Parce qu'on peut pas dire, OK, cette manière-là de gérer les émotions ou d'interagir ou quoi que ce soit avec les émotions, ça fait partie inhérente pour tout le monde, universellement, du terme méditation. On peut pas dire que c'est vrai du tout. Ça a passé à travers le tamis. Donc, voilà, le tamisage est fait. On observe donc que, en effet, c'est tout sauf clair. Qu'est-ce que c'est la méditation? Qu'est-ce que c'est l'acte méditatif? Je vous fais un petit résumé, juste pour boucler la boucle. Donc, la méditation n'est pas nécessairement pratiquée dans le silence,
ni avec des sons, ni les yeux fermés ou les yeux ouverts, ni dans l'immobilité ou ni nécessairement dans le mouvement non plus, ni conscient ou détaché du corps physique. Dans la méditation, on ne cherche pas nécessairement à cesser la pensée ou de réfléchir intensément, ni stabiliser ou exprimer les émotions. On est vraiment dans un... C'est très vaste, on vient de le voir, là, tout ce qui peut se passer avec les émotions dans les différentes manifestations de la méditation. Bon, fait qu'est-ce qui reste à part le mot, à part le terme? Qu'est-ce qui reste dans le tamis? C'est dur à définir. C'est très difficile. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu'on peut le percevoir quand même. Il reste méditation. Avec tout ce qu'on vient de dire là, qu'est-ce qui reste? Cette espèce de terme indéfinissable? Est-ce que par hasard, la méditation serait de nature insaisissable, impossible à déterminer? Je pense que ça nous donne un indice un peu sur qu'est-ce que ça peut être, la méditation. J'aurais aimé avoir, plutôt qu'une heure et demie avec vous, d'avoir 3, 4 heures, 5 heures, une journée, 2 jours. Parce que, comme je vous disais, la présentation est basée sur mon livre, sur le chapitre 14 de mon livre. Et puis là, dans le livre, on entre dans une section qui s'appelle « Classer l'inclassable ». C'est-à-dire que là, inversement, on va aller se créer un genre de boîte à outils de toutes ces pratiques-là qui ont toutes leurs valeurs. C'est ça qui se passe. En bout de ligne, c'est pas qu'une... Un marteau, c'est pas mieux qu'une scie. Ça dépend ce qu'on veut faire. Fait qu'il y a des formes de méditation qu'on appelle méditation. Peut-être qu'il faudrait commencer à leur donner des vraies appellations à ces pratiques-là. Donc, un peu comme des outils, les différentes pratiques servent à différentes choses. Puis, à ce stade-ci, en créant cette présentation-là, j'aurais aimé inclure cette boîte à outils-là, mais je me rendais compte que par rapport au temps que ça prendrait, ça se faisait pas. Mais c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment dans la pratique qu'on peut comprendre vraiment la valeur pour soi, par rapport à nos archétypes personnels, par rapport à notre nature, par rapport à comment on exprime la vie qui surgit en soi, qu'est-ce qui le permet, ben, tous ces outils-là existent. Puis de les connaître, puis de savoir comment nous, on peut les utiliser, ça peut être vraiment, vraiment très précieux sur cette quête-là de connaissance de soi, puis de connaissance de l'univers. Donc, on n'en parlera pas maintenant. J'ai vraiment comme but de créer des ateliers, une série probablement d'ateliers où on va aller vraiment explorer ça dans l'expérience directe. Mais pour l'instant, on va aller... puis je veux spécifier tout de suite. C'est pas pour encourager nécessairement que vous trouviez une pratique unique, ni de faire un genre de butinage, tu sais. Parce que les deux peuvent être problématiques un peu. Mais je peux le dire, je pense, maintenant, dans le contexte de cette présentation-là, d'être sclérosé dans une pratique, dans une discipline vraiment cristallisée, là. À un moment donné, il n'y a plus de vie là-dedans. Puis,
d'un autre côté, de juste butiner puis d'aller chercher qu'est-ce qu'on aime, puis du moment qu'on est un peu inconfortable, ça me tente pas, ben la vie ne peut pas prendre racine. Donc, c'est vraiment dans un but exploratoire, mais toujours dans l'intégrité personnelle, ce que je propose, ce que je vais proposer éventuellement dans cette série d'ateliers-là. Bref, ok, on continue. Ok, j'ai appelé cet atelier-là Je médite donc je suis. Encore une fois, on a peut-être un indice de qu'est-ce que ça pourrait être la méditation avec juste le titre de la rencontre. Ok, donc qu'est-ce qui est au cœur de toutes les pratiques? Petite anecdote, en écrivant le chapitre 14 de mon livre, je me suis rendu compte qu'avant d'arriver à cette fin-là, à cette partie-là où est-ce que là on explorait vraiment le sens profond, je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé, depuis le début les 2 premières sections du chapitre, jamais utilisé le terme spiritualité. Je pense même que je l'ai presque pas utilisé dans cette présentation-ci. Dans mon cas, c'était un accident. Mais je me rends compte, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Si on dépouille puis on garde qu'est-ce qui reste, ben il y a ce terme-là. Là, ben oui, mais là, c'est sûr, là, ça fait partie. Ben justement, c'est sûr. Mais c'est pas anodin. Mais qu'est-ce que c'est la spiritualité? Ça, c'est un autre sujet. On va peut-être l'aborder un peu présentement, mais en tout cas, on va voir. Ça nous donne en tout cas un indice sur qu'est-ce qui est au cœur vraiment de la méditation. On va commencer cette exploration-là. Je vais vous parler de quelques-unes de mes réflexions personnelles, de mes expériences personnelles. Il va probablement y avoir des moments un petit peu pas clairs. OK? C'est normal. Je vous encourage juste à persister. Juste écouter quand même, puis peut-être que ça va commencer à faire plus de sens avec le temps. Vous allez ressentir quelque chose, même si mentalement, vous n'arrivez peut-être pas à le saisir. Bon, peut-être que vous ne le ressentirez pas non plus, puis c'est peut-être de ma faute. Ça. Je vais juste faire de mon mieux. Donc, en me posant la question, qu'est-ce qui reste au cœur de l'acte méditatif? La première image qui m'est venue en tête est celle du yoga. J'imaginais une forme, toutes sortes de postures mentales. Tu sais, je m'imaginais les gens qui sont en train de pratiquer toutes les dizaines de trucs que je vous ai mentionnés jusqu'à date. Puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils font de tout pareil. Puis on dirait que c'était ça. C'était comme, OK, tout le monde prend une posture mentale différente. Fait que ce serait comme la pratique de la maîtrise mentale, dans un sens, en tout cas. Mais, bon, on cherche un point commun, puis il reste que, en fait, beaucoup de gens n'en pratiquent qu'une forme de méditation, donc juste une posture. Déjà, si mon image par rapport au yoga, mon image par rapport au yoga fait pas vraiment de sens. Puis en plus, il y a des pratiques dans lesquelles on proscrit la notion d'intention. Donc, de vouloir prendre une posture mentale, c'est une intention. Et puis, c'est ça, il y a certaines formes de méditation où on va prôner plutôt le détachement du mental. Donc, c'est comme une posture sans posture. Donc, dans mes réflexions,
j'en venais à la conclusion que c'était pas ça le point commun, c'est pas la posture mentale. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens font systématiquement? Ben, on pourrait penser à la concentration, un certain focus. Généralement, ça demande au moins, c'est ça, une présence à ce qu'on est en train de faire, au minimum, que ce soit du jogging ou être en retraite dans les Himalayas, il faut être comme présent à ce qu'on fait pour pratiquer l'acte méditatif. Mais la concentration, je le disais un peu plus tôt, c'est un acte exclusif où justement on va aller focusser. Encore une fois, ça fait un lien avec ce que je disais auparavant par rapport à l'intention aussi. D'apporter son attention juste sur quelque chose, c'est une intention comme telle. Et puis, dans plusieurs pratiques, encore une fois, c'est à proscrire cette attitude-là de cloisonner certains aspects de la réalité pour essayer d'amoindrir ou d'ignorer d'autres aspects. Pour plutôt entrer en contact avec la totalité de la réalité. Il y a un penseur, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Je pense que ça ferait peut-être plus partie de sa définition, en tout cas, du terme méditation. Quelque chose qui est totalement inclusif. Donc, est-ce que la méditation, c'est la concentration? Pas tout à fait. Je sentais que je me rapprochais un peu, mais non, pas vraiment. Ensuite, encore une fois, en imaginant les gens qui pratiquent, qui s'adonnent à leur pratique, on se dit, OK, il y a un aspect un peu sacré, un petit aspect un peu rituel, dans un sens. Je pense que ce sentiment-là de faire quelque chose d'important, je pense qu'il y a peut-être ça qui est commun un peu, de sentir l'importance de ce qu'on est en train de faire. On s'approche au sentiment un petit peu général ou essentiel même, plutôt, de la méditation. C'est ça demande une présence, une disponibilité à ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même... il y a un mais. On s'approche, mais on n'y était pas encore tout à fait. On pourrait aussi considérer que de voir quelque chose comme étant important, cette pratique-là comme étant importante, ou ce moment-là comme étant important, c'est une manière des fois de le contenir puis de tenir à l'extérieur ce qui n'est pas important. Donc ça place l'acte méditatif dans un rapport d'exclusion, encore une fois. Puis si on fait référence à tout ce qu'on disait avant, ça pourrait être un peu ça, mais il y a encore des pratiques où on veut la totalité de l'expérience. Puis on veut aussi... Moi, je vous dirais que ça fait partie un peu de ma pratique de la méditation, que on va peut-être venir en parler un moment donné. En fait, oui. Plutôt que ce soit vraiment spécial, mais que ça fasse partie plutôt de la conscience normale de l'humain, l'acte méditatif comme tel. Donc, c'est pas tout à fait... Il y a le côté sacré qui est quand même commun, mais c'est pas exactement ça encore pour bien définir le centre.
Mais je pense que, justement, le terme sacré amène vers quelque chose d'autre, puis je vous l'ai déjà mentionné, c'est le terme spiritualité. Là, peut-être vous allez me dire, ouais, mais quand je fais du jogging, c'est pas très spirituel, là, tu sais. Ben, pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, le terme spiritualité, c'est quelque chose qui est à définir, qu'on va pas définir nécessairement aujourd'hui. C'est quand même quelque chose, justement, si on fait le rapport avec ce côté-là un peu sacré, tu sais, parce que non, je suis pas en train de je suis pas en train de prier Bouddha en faisant mon jogging nécessairement. Mais ce rapport-là, dire « Ah, c'est un moment sacré pour moi de faire ça. C'est important de le faire. » Ben ça a un lien avec la spiritualité. C'est un lien avec la présence qu'on accorde à l'activité elle-même. Donc, avant tout, la méditation serait plutôt une qualité de présence comme telle. Peu importe la forme qu'elle prend, s'il n'y a pas cette qualité de présence-là, on n'est pas réellement en méditation. En fait, le terme devient vide, même. Dans mon livre, en fait, j'ai résumé ça avec ces deux petites phrases-là. Méditer, c'est infuser l'agir d'une spiritualité vivante. C'est incarner l'esprit par le geste. Bon, c'est pas encore nécessairement très très précis. Encore une fois, on n'a pas tout à fait déterminé qu'est-ce que c'est la spiritualité, mais peut-être que vous pouvez le ressentir quand même, peut-être déjà. Puis là, c'est là que ça commence à être mêlant un petit peu, mais pour comprendre la spiritualité, qu'est-ce que c'est la spiritualité, il faut entreprendre de la comprendre. De comprendre l'esprit, en fait. Spiritualité, esprit. Mais l'esprit ne peut pas réellement être compris autant qu'expérimenté. Donc, la méditation, c'est faire l'expérience de l'esprit. Je pense que c'est encore moins précis. On va... j'ai la visite des petits minous. On va récapituler. Méditer, excusez. Méditer, c'est agir spirituellement. Mais pour agir spirituellement, il faut connaître l'esprit. Mais pour méditer... pour connaître réellement l'esprit, il faut méditer. Mais sans connaître l'esprit, on ne peut pas méditer. Et sans méditer, on ne peut pas connaître l'esprit. Êtes-vous confus? Si oui, ben... vous êtes peut-être sur la bonne voie pour comprendre qu'est-ce que c'est l'acte méditatif, qu'est-ce que c'est la spiritualité, le ressentir vraiment dedans. C'est un paradoxe tout ça. Puis l'acte méditatif, en quelque part, c'est d'entrer dans cette boucle-là, dans ce paradoxe-là qui est en mouvement continu. Qu'un pôle de la roue n'existe pas sans l'autre, puis en même temps, ils ne peuvent jamais réellement se rejoindre. Mais c'est en mouvement. Puis d'entrer dans ce mouvement-là,
C'est ça la spiritualité, puis c'est ça la méditation. Ultimement, à son essence. En fait, la spiritualité, c'est incarner le mystère. On utilise le terme mystique des fois, mysticisme, mystère. OK, bon, avant que vous que votre tête explose, je vais vous faire part d'une petite réalisation personnelle. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça va vous faire vous détendre un peu. Une petite histoire que j'ai vécue il y a au moins une dizaine d'années, sinon plus. Dans le temps où je pratiquais encore un art martial qu'on appelle le kendo. Un art martial japonais. Et puis au début, en fait, traditionnellement, disons, à chaque début et fin d'entraînement, on pratique une période de mokuso qu'ils appellent. C'est une forme de... C'est comme une courte méditation ou une courte période de calme, de silence méditatif, on va dire ça comme ça. Bon, fait on commence, on s'habille, on rentre dans le dojo, on s'étire un peu, puis là, on va s'asseoir, puis là, il y a l'assistant du professeur qui va dire « Mokuso ». Là, on commence la méditation. Mais il y a un jour où il m'est arrivé quelque chose d'un peu spécial. À la fin de cette période-là, l'assistant va crier. C'est martial, hein? Donc il va crier. Il va pas dire « S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter? » Non. Il va crier « Yame » ou « Mokuso Yame », je me rappelle plus textuellement. Yame qui veut dire « arrêter » dans le fond. Pour qu'on arrête la méditation. Mais il y a un jour où, au moment où il a fait ce cri, intérieurement, c'est comme s'il y avait eu un écho quasiment du cri qui s'est écrié à l'intérieur de moi-même. Pourquoi? C'est pas quelque chose que j'ai calculé, là, ça s'est produit un peu comme ça. Dans le sens de pourquoi arrêter la méditation? Puis là, pour moi, en tout cas, c'est devenu clair ce jour-là que le yame, le arrêter, faisait référence à la posture physique, puis que c'était le temps de se lever puis commencer l'entraînement, dans le fond. Mais l'état lui-même méditatif se devait d'être préservé pendant toute la période de l'entraînement. Mais c'est comme s'il y avait une petite graine qui avait été semée ce jour-là en dedans de moi, parce que je continuais, moi, mes pratiques indépendantes, mais très, très sérieuses. J'ai toujours pris ces pratiques-là méditatives, mystiques, on va le dire de même, très au sérieux. Puis tout d'un coup, ça devenait évident que si je continuais à juste séparer mes pratiques de ma vie courante, c'est un peu comme si, de ma vie normale, c'était un peu comme si je jouais quasiment un jeu de rôle. Ouais, il y avait des incidences de tout ça, de toutes ces pratiques-là, de ces expériences-là, un peu dans ma vie de tous les jours, mais j'observais à quel point c'était très peu. Puis la différence gigantesque entre ma vie intérieure puis ma vie manifestée. Il y avait des moments, des fois, grandioses, des grands moments, des grandes illuminations.
dans ces pratiques-là, dans ces expérimentations-là. Mais les moments où ça allait pas bien, ou personnellement, ou quand je vivais des conflits intérieurs, ou des conflits avec d'autres gens, wow, ça prend le bord tellement vite, toutes ces belles réalisations-là. Puis de plus en plus, en fait, en faisant mes propres pratiques, je me rendais compte à quel point je me sentais réellement dans mes tripes. Je me sentais vivant quand j'étais en méditation, ce que moi je considérais comme de la méditation, c'est-à-dire en état de présence réelle. Puis ça devenait équivalent un peu. J'existe réellement quand je médite. Je médite, donc je suis. Ça a l'air d'un slogan, mais... Donc c'est ça, j'ai entrepris à ce moment-là de... Je veux pas trop vous dire qu'est-ce que moi je fais pour que vous essayez de l'imiter après, c'est pas ça l'idée. Mais pour moi, disons que l'état d'esprit que j'avais en méditation, j'essayais de le cultiver. Vraiment de l'intégrer dans mes activités courantes. Mais là, par contre, il y a comme une comment dire... un moment de noirceur qui peut venir avec tout ça, parce que si être réellement vivant, c'est méditer, si je médite, donc je suis, ben ça va de soi que si je ne médite pas, je n'existe pas réellement. Puis, pour moi, en tout cas, d'intégrer cette notion-là, je dis intégrer avec, justement, honnêteté, avec intégrité, c'était un peu paniquant, parce que je me dis... j'existe quasiment jamais, en fait, parce que c'est rare que je suis aussi vraiment, vraiment présent au moment que quand je suis assis sur mon coussin de méditation ou quelque chose comme ça. Mais fait, quelle pression, tu sais, je veux dire... Je suis à peine capable de garder mon faut présent pendant 20 minutes, une demi-heure, sans commencer à me dire ah oui, faut pas que j'oublie à l'épicerie de ramasser telle affaire, puis ah oui, il est arrivé de quoi au travail, puis mon boss m'a dit de quoi, puis je pense que c'est... je suis sûr que c'est l'autre, c'est lui qui a dit ça, cette affaire-là, je suis encore en train de le faire. Tu sais, comment je fais pour vraiment exister, considérer que je médite, que j'existe... Quel lapsus intéressant. Considérer que j'existe réellement quand j'ai de la misère à le faire 20 minutes, je suis pas un moine, moi, tu sais, comment je fais pour exister réellement? Puis je pense que, bon là je fais part de mon expérience, mais je pense que c'est là que beaucoup de gens aussi qui créent cette scission-là, qui se disent « Ouais, mais non, mais tu peux pas être de même tout le temps, tu sais. » On associe un peu la méditation puis qu'est-ce qui est supposé venir avec des espèces d'idées quasiment surhumaines des fois. Puis on se dit, ben moi je suis pas capable de faire ça, je suis pas réellement en présence, fait que je suis pas capable, fait que laisse faire. Mais je suis correct pour aller méditer 20 minutes par jour, mais après ça, je peux continuer à juste pas être présent, tu sais. Ou je vais être un petit peu plus présent dans le reste de la journée si je suis très présent le matin. Tu sais. Mais pour moi, ça c'est un peu l'équivalent de dire, OK, je vais rentrer dans mon char, puis je vais me concentrer vraiment beaucoup pendant les premières 10 minutes, puis après ça, je fais n'importe quoi. Mais notre corps, notre ego,
Notre corps, notre corps, corps physique, émotionnel, notre corps mental, c'est notre véhicule. Ça fait pas réellement de sens si on veut être conséquent avec notre pulsion de vie intérieure d'être présent juste 20 minutes par jour. Bon, là, j'ai l'air de vous faire la morale. Tu sais, c'est mes constatations à moi. Mais je comprends, par exemple, puis je comprends la pression. J'ai l'air à le dénigrer un peu, puis à dire comme si c'était niaiseux, mais je veux dire, j'ai été le premier à tomber là-dedans, puis... pour certaines personnes, surtout les personnes qui prennent leur vie spirituelle vraiment, vraiment au sérieux, ça peut devenir paniquant un peu tout ça, puis on se sent un peu dépassé par justement ces idéaux-là qu'on a créés de qu'est-ce que c'est une personne spirituelle, qu'est-ce que c'est une personne qui est présente constamment. Ben, à ça, j'aurais deux choses à dire. Premièrement, moi, je pense pas que ça existe quelqu'un qui est présent tout le temps. Peut-être. Peut-être, mais même cette personne-là, c'est un peu mystérieux si elle y arrive réellement. C'est aussi mystérieux que pourquoi est-ce qu'il y a des arbres dans la forêt qui vont vivre 200, 500, 1000 ans, puis qu'il y en a d'autres qui vont même pas toffer un hiver. C'est pas juste une question d'aptitude personnelle ou de talent ou quoi que ce soit. Oui, ça peut jouer, j'imagine, je sais pas. Mais c'est aussi une question de circonstances. On peut pas juste dire « Ah, c'est circonstances ». T'sais, en bout de ligne, moi, c'est sûr que j'essaie d'encourager les gens, de par mon travail, de prendre réellement eux-mêmes leur vie en main, incluant leur pratique de méditation. Mais il reste quand même que si vous sentez cette pression-là, puis des fois à se comparer aussi, tu sais, je me compare à, je sais pas, justement, une espèce de maître spirituel, imaginaire, ascensionné. Puis je dis, waouh, je serais jamais comme ça. Moi-même, ça va me prendre 500 vies à être comme ça. Ça sert à quoi, cette pensée-là? Ultimement, là, c'est votre expansion vers la spiritualité, vers une présence toujours plus pure, entre guillemets. La nature elle-même la supporte. Pareil comme l'arbre qui pousse, il y a cette pulsion de vie-là qui est naturelle. C'est pour ça que généralement, ils disent ça des fois en anglais, get out of your own way. Je me demande si c'était pas Alan Watts qui disait ça. Se retirer de son propre chemin, tu sais. Je pense pas que c'est vraiment lâcher prise. On utilise ce mot-là un peu à tort et à travers. C'est un peu simpliste de le dire comme ça. Mais c'est d'entrer dans de s'ouvrir à un flow, de le percevoir. Des fois, on va réussir, des fois, on réussira pas. Pareil comme... Des fois, l'arbre pousse, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui pile dessus. Fait que là, il est pas mort, mais il se relève, il est craqué, il faut qu'il tu sais... Puis... Le flow, s'intégrer dans le flow de la vie, ça demande cette présence-là, puis c'est quelque chose qui se pratique.
ultimement. Puis cette pratique-là, de la présence, c'est à l'essence, selon moi, la pratique de la méditation. Fait qu'en bout de ligne, est-ce que vraiment la méditation a une forme spécifique? Je veux dire, si j'étais assis sur mon coussin dans l'Himalaya, dans une caverne, avec un maître à côté de moi, puis que je fais juste penser, aïe, je mangerais tellement un hot dog. Puis que là, je fais juste penser au hot dog, puis je suis pas vraiment là, ou je suis à moitié endormi, ou je sais pas. Puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un en pleine ville qui est en train de manger un hot dog. Mais qu'il mange avec tout son être. Ce hot dog-là transcende l'espace puis le temps pour la personne qui en fait l'expérience. Mais c'est lequel qui est en train de méditer? C'est lequel qui est en présence consciente? Ben, après, on peut très bien faire cette expérience-là dans les Himalayas, dans une caverne avec un maître. Là. Fait que c'est ça qui est à l'essence. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais à l'essence de la méditation, ça n'est que la qualité de présence. Donc, est-ce que ça implique de pratiquer, d'avoir une pratique dans le sens commun du terme ou non, la méditation? Ben, selon mon opinion, ça n'a pas d'importance d'en avoir ou non. La réalité, c'est qu'on est tous aussi similaires en soi, tous les humains, autant on est constitué sur différents ensembles d'archétypes bien spécifiques. Donc, avoir une discipline quotidienne, faire partie d'une tradition très très ancienne, appliquer ces enseignements-là, avoir un maître ou au moins un guide de pensée, ça va être vraiment nécessaire pour certains archétypes. Puis ces gens-là, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont le sentir qu'ils sont à la bonne place ou non. De la même manière que si quelqu'un fait n'importe quoi tout le temps, puis fait juste s'étourdir tout le temps, puis qu'il sait en bout de ligne que ça lui ferait du bien, une discipline ou une pratique vraiment assidue, disons, quotidienne ou régulière, ben, faut être honnête avec soi-même, tu sais. Mais il y a d'autres fois où, puis ça, c'est le bout qui est le moins courant, puis je le partage parce que moi, c'est ça ma réalité. Je me suis rendu compte que moi, dans mes archétypes à moi, ma nature à moi, cette espèce de rigueur-là du temps, elle est... C'est pas aussi simple que ça. Des fois, j'en ai besoin. Des fois, j'en ai pas besoin. Des fois, j'ai besoin d'être confronté un petit peu. Mais il y a des moments où cette confrontation-là devient très rapidement de la violence. Où là, je vois que c'est pas en train de nourrir quelque chose, c'est pas en train de renforcer mon contact avec la vie, c'est en train, au contraire, de l'éteindre. Mais il faut, pour vraiment le ressentir, il faut être d'une honnêteté
J'allais dire indéfaillante. C'est un mot? Je ne crois pas. C'est un mot? Je sais pas. Faut être d'une honnêteté brutale avec soi-même pour être vraiment percevoir ce qui cherche à vivre en nous puis comment. Et puis, ben, c'est ça. C'est pour moi, c'est l'avantage d'intégrer ça. Puis même, en fait, parce que même si on dit, oui, moi, j'ai besoin de méditer mon 20 minutes par jour, aller faire une retraite une fois par année, une fois aux 6 mois, ça n'empêche pas le reste. La qualité de présence est importante tout le temps, de toute façon. Puis oui, ça peut nous aider des fois de se concentrer plus pour avoir une espèce de grounding, de référence un peu, de revenir à soi, puis après ça, de persister. Mais ultimement, c'est tout le temps. Si ça devient une excuse pour juste faire n'importe quoi le reste du temps, on se tire dans le pied un peu. T'sais. Donc, méditer, ça peut être parler, ça peut être flatter un chat, ça peut être manger, ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être regarder un film, méditer. C'est une question, vraiment une question de qualité de présence. C'est peut-être pas super clair encore pour vous comment on termine cette rencontre-là. Je pense bien que je vous l'avais dit au début, puis si je l'ai pas dit, ben je le redis. C'est normal si vous n'avez pas une réponse claire présentement. Puis ça peut être sembler décourageant un peu tout ça. Voyons. Puis en plus, surtout si vous pensez que moi j'ai l'air d'avoir tout compris puis pas vous, puis que vous vous dites « Waouh, lui il a compris, je serai jamais comme ça. » Ben déjà, c'est pas comme si ma vie était... j'étais tout le temps en présence consciente. C'est une pratique. L'idée, c'est d'entrer dans la loupe, pas de boucler la loupe. Ben, la seule chose que je vous dirais, parce que si j'ai une recommandation à faire, parce que je vous l'ai déjà dit, moi, je suis nouveau encore comme personne qui fait ce genre de travail-là. Mais je peux tout de suite le dire, puis je l'ai déjà dit avant, jamais je vais tenter d'imposer mes croyances sur les gens. Et puis, à part celle que faut que vous trouviez votre propre manière de vous incarner, de vous manifester, de manifester la pulsion de vie. T'sais. Mais quand même, je vais me permettre une recommandation pour les gens, justement, pour qui ça a l'air un peu décourageant, qui seraient peut-être même un peu déçus que ça finisse là, comme ça, puis que ben, vous n'avez pas eu de réponse très claire qu'est-ce que c'est la méditation. Mais si quand même vous cherchez à trouver ce sens-là, puis à trouver c'est quoi la présence, la qualité de présence, au-delà de découragez-vous pas, je vous dirais amusez-vous. Amusez-vous malgré tout le sérieux que ça demande de vraiment donner vie à cette lumière-là qui essaie de resplendir à partir de notre intérieur. Encore une fois, cette pulsion de vie-là, on veut la voir. On veut la suivre, on veut l'incarner dans un sens. Puis ça demande vraiment beaucoup de sérieux. Mais
ultimement, c'est vraiment... c'est une game, tout ça. C'est un gros jeu. Puis... de jouer, ça demande de la présence. Puis une fois qu'on arrive vraiment juste à entrer dans ce jeu-là, je ferai pas de promesses, ok? Là, je vais parler encore une fois de mon expérience. Quand on arrive à entrer dans ce flow-là de la vie, il y a des fois où on n'est plus dedans, là, ok? Puis on revient dedans, mais quand on est dedans, même les choses les plus difficiles qu'on pensait qu'on serait jamais capable, ou des choses qui demandent vraiment beaucoup d'énergie, mais on finit tout ça par en avoir assez, t'sais. Pas parce que tout d'un coup on est une personne magique ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on fait qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, t'sais. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Ben, c'est ça qui demande du sérieux. Ça a l'air évident, on se dit « Ah, je le sens dans mon cœur que je veux faire telle affaire. » Ouais, mais notre cœur, là, des fois, il est en dessous... Il est là, mais il est en dessous de beaucoup, beaucoup de couches de croyances. Puis c'est cette partie-là qui demande du sérieux à dépouiller. Mais encore une fois, c'est comme un casse-tête, tu sais. Tu mets une pièce, t'en mets une autre. Des fois, tu vois pas l'image globale de qui que t'es avant d'avoir mis 90% des pièces. Puis il y a d'autres fois où t'en as mis 4-5 ensemble, puis je viens de comprendre. T'sais. Fait que tiens, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur une question, parce que comme si je n'avais pas suggéré assez. Est-ce que par hasard, la spiritualité, ça serait essentiellement l'esprit de jeu? Je suis tellement mystérieux. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie si vous êtes rendu à la fin. Je planifiais 1h30, j'étais un petit peu en dessous. En espérant que la prochaine fois, ce soit réellement une causerie, qu'on puisse interagir pendant ce moment-là. Parce que là, vous avez eu ma version de l'histoire. Je vous encourage à aller chercher la vôtre. Puis, si jamais vous avez l'occasion qu'on soit en présence ensemble, ben on va pouvoir les partager, nos versions de la patente. Merci encore d'avoir écouté. Puis, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Si vous sentez que vous en retirez quelque chose et que vous souhaitez contribuer à mon travail, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous rendre à l'adresse haikugéant.com/support. Et sur cette page, vous allez trouver mes comptes Patreon et PayPal. Donc, vous pouvez faire une donation, une contribution volontaire à votre goût. Merci.